Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Qui n'a pas été exaspéré par un électroménager qui brise quelques mois à peine après la fin de la garantie ou par un véhicule neuf qui passe trop de temps chez le mécanicien? Le gouvernement Legault a déposé la semaine dernière un projet de loi pour protéger les Québécois contre les citrons et l'obsolescence programmée, cette pratique où un manufacturier réduit la durée de vie d'un appareil pour favoriser l'achat d'un modèle neuf. Le projet de loi forcerait les fabricants à rendre disponibles les pièces de rechange et à faciliter la réparation de leurs appareils. Une initiative saluée par les partis d'opposition et par les groupes de protection des consommateurs et de l'environnement. En France, Apple a été condamné et a payé 25 millions d'euros suite à avoir fait l'obsolescence programmée. Même chose en Italie, 10 millions d'euros. Moi, j'y crois. Ça va me faire plaisir de collaborer avec le gouvernement sur ce projet de loi qui me semble parfaitement adéquat. Sur le principe, c'est certain qu'à Québec solidaire, on lutte contre l'obsolescence programmée depuis des années. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. L'obsolescence programmée. Pourquoi s'attaquer à l'obsolescence programmée? Bien, parce que, vous savez, les Québécois et Québécoises achètent des biens de consommation, notamment des électroménagers. Ils dépensent des centaines, voire des milliers de dollars. Et parfois, les biens brisent après quelques années seulement. Et c'est très frustrant pour les Québécois. Puis il faut que les Québécois en aient pour leur argent. Donc, l'obsolescence programmée, c'est une tactique qui est vraiment néfaste. Et surtout dans un objectif de faire en sorte de protéger l'environnement, il faut arrêter de simplement acheter et jeter. Il faut pouvoir réparer nos biens, puis il faut surtout en avoir pour notre argent lorsqu'on achète un bien. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'obsolescence programmée. Bon, la liste est vaste, mais donnez-moi un certain nombre d'éléments pour lesquels vous pensez que cette loi-là, elle est très importante, elle serait très importante. Des produits de tous les jours là, que les gens achètent. Bien, j'ai un exemple. La vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, les téléphones, les appareils électroniques, les tablettes. Tout le monde a déjà constaté que, prenez les cuisinières, dans le temps de ma grand-mère, ça durait pendant 25-30 ans. Aujourd'hui, dans certains cas, ça brise après seulement quelques années. Alors, c'est pas normal, ces tactiques-là. Alors, je pense qu'il faut lutter contre l'obsolescence programmée puis faire en sorte clairement qu'on change le modèle sur lequel les compagnies nous fournissent les biens. Puis surtout aussi, il faut s'assurer d'avoir une garantie de bon fonctionnement. Et c'est ce qu'on insère dans le projet de loi. Bon, vous avez mis les voitures dans une catégorie à part. Pourquoi? Bien, les voitures, c'est un bien particulier. En fait, dans tous les États américains, il y a une loi anti-citron et on reproduit le même type de législation ici dans le cadre de la loi. Écoutez, qui ne connaît pas quelqu'un qui a déjà acheté un véhicule et qui s'est avéré un citron, d'être abonné chez le garagiste à le faire réparer à de multiples reprises? Alors, on va prévoir pour les gens qui se retrouvent avec ce type de véhicule que le concessionnaire, le fabricant, va devoir le remplacer ou diminuer le prix ou modifier le contrat pour diminuer l'obligation du consommateur. Même chose également, on prévoit dans la loi que désormais, le citoyen québécois va pouvoir faire réparer son véhicule au garagiste de son choix. Parce qu'avec les nouveaux véhicules, avec les véhicules intelligents, avec les véhicules électriques, de plus en plus, c'est comme un ordinateur sur quatre roues. Et là, il y a l'information pour se connecter au véhicule. Bien, souvent, c'est uniquement chez le concessionnaire du véhicule où il a été vendu. Donc, ça fait en sorte que le consommateur est captif avec la même marque. Donc, ça, on va changer ça également pour permettre de faire réparer son véhicule chez qui on le souhaite. L'intention, elle est bonne, elle est louable. Maintenant, c'est un projet de loi provincial, petite échelle. Pourquoi une multinationale qui fait des réfrigérateurs pour l'Amérique du Nord au complet se soucierait de ce que vous êtes en train de faire à Québec? Bien, écoutez, c'est une tendance mondiale, hein? En Europe, ils ont adopté des lois pour faire changer ça sur l'obsolescence programmée, notamment en France. L'Union européenne également a mis des normes. Les États-Unis également. Dans plusieurs États, il y a déjà ce type de législation-là. Il y en a qui sont à l'étude présentement. Alors moi, je pense que le Québec a toujours été un chef de file en matière de protection du consommateur et doit le demeurer. Et vous savez, notamment pour la loi anti-citron, on va être le premier État fédéré au Canada à se doter d'une telle loi. Puis moi, je pense qu'on doit protéger les consommateurs québécois. On doit également, pour l'environnement, changer les façons de consommer. Il faut arrêter de faire uniquement du acheter-jeter. Les gens doivent pouvoir avoir la possibilité de réparer leurs biens. Puis la question souvent que les Québécois se posent quand il y a un bien qui brise, ils se disent, bien, écoutez, si je le fais réparer, ça va me coûter quasiment plus cher que d'en acheter un neuf. C'est cette logique-là qu'il faut changer. Il faut que les pièces soient disponibles, comme on le prévoit dans le projet de loi. Il faut que ça soit facilement réparable. Il
Il faut faire en sorte que les outils qui vont nécessiter la réparation, bien, ça soit des outils simples, comme les tournevis que vous avez à la maison, les pinces que vous avez à la maison. Il ne faut pas que ça puisse endommager le bien lorsque vous le faites réparer. Et dans le projet de loi, on a mis une garantie de bon fonctionnement. C'est une garantie qui va venir mettre un plancher pour, supposons, les électroménagers pour dire, bien, le fardeau, si jamais il brise, il est sur les épaules du fabricant et c'est à lui de le réparer à ses frais ou de vous le remplacer. Alors moi, je pense que ça va changer durablement la façon dont les biens sont construits parce qu'on amène un souci de construire durablement. Est-ce que la loi sur la protection du consommateur n'offrait pas déjà ce genre de protection-là pour certains biens? Bien, actuellement, vous aviez la garantie légale. Cependant, la garantie légale, c'est une garantie où la démonstration est sur les épaules du consommateur. Donc, le bien doit fonctionner pour l'usage auquel il est destiné. Cependant, c'est au consommateur à le démontrer devant le tribunal. Là, on inverse le fardeau de la preuve avec la garantie de bon fonctionnement et on vient simplifier la vie des consommateurs québécois. Cependant, la garantie légale demeure également, donc c'est une garantie supplémentaire qu'on ajoute, mais ça va devenir un automatisme pour le consommateur et ça va permettre d'avoir une garantie plancher pour tout le monde sur une durée de vie d'un bien. Est-ce qu'il y a un risque, d'après vous, qu'une compagnie dise, vous savez quoi, moi, je n'ai pas envie de gérer ce genre de truc-là avec le Québec. Si jamais le projet de loi est adopté, je ne les vendrai pas au Québec, mes produits. Est-ce qu'il y a un risque que les consommateurs québécois doivent se passer de certains produits? Non, je ne le crois pas. Écoutez, c'est une tendance mondiale. Je vous parlais des États-Unis, notamment dans plusieurs États, ils sont en train d'adopter ce type de législation-là. Je pense qu'on doit être des chefs de file. Puis vous savez, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vendre des cuisinières, des réfrigérateurs, des laveuses et des sécheuses. Vous allez faire des consultations, vous allez mener des consultations pour déterminer ce qui serait un délai raisonnable pour permettre aux manufacturiers de ces appareils-là de s'adapter. C'est quoi un délai raisonnable, d'après vous? Bien, écoutez, dans un premier temps, on va faire des consultations sur le projet de loi à l'automne. Par la suite, le projet de loi prévoit qu'il va rentrer en phase sur quelques mois, quelques années, notamment pour laisser le temps aux fabricants de s'adapter à la nouvelle législation. Donc, on va développer des règlements au cours des prochains mois. J'aimerais vous entendre sur la loi 12 sur le droit de la famille qui a été adoptée la semaine dernière. Parlez-moi de la protection que ça accorde. C'est très spécifique quand même comme protection. Parlez-moi de ce que ça accorde aux femmes dont l'enfant est né d'un viol. Oui, mais lorsque vous êtes violé et qu'il y a un enfant qui est issu de ce viol-là, la mère, désormais, va pouvoir s'objecter à l'établissement de la filiation par l'agresseur. Donc, on laisse le choix à la mère de dire est-ce qu'elle établit la filiation ou il y a une déchéance d'autorité parentale. On vient également dire dans la loi que c'est un motif grave de déchéance d'autorité parentale pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas sous le contrôle de l'agresseur. Alors, on a fait ça, mais on a surtout aussi décidé de protéger les femmes pour permettre qu'elles puissent avoir une indemnité financière associée. Oui, parce que vous séparez les deux, c'est ça. Il n'y a pas de filiation, mais il y a une responsabilité financière de la part du père, par exemple. Exactement. Il y a un recours pour obtenir des aliments, dans le fond, une indemnité financière pour l'enfant. Puis déjà, le programme gouvernemental de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, prévoit des sommes qui sont prévues pour l'enfant, pour son alimentation, pour son éducation. Ça, c'est un programme gouvernemental que nous, comme État, on assume, mais en plus, on veut tenir l'agresseur responsable, donc pour donner des ressources supplémentaires à la mère. L'autre point qui est important dans le projet de loi, un amendement qu'on a inséré durant l'étude détaillée, c'est le fait que lorsqu'un homme agresse ses enfants ou agresse tout autre enfant mineur, bien, il y a un renversement du fardeau de preuve au niveau de la déchéance d'autorité parentale. Ça ne sera plus à la mère dont les enfants ont été agressés sexuellement par le père de démontrer qu'il n'est pas un bon père. Ça va être à lui à démontrer qu'il doit conserver l'autorité parentale pour les enfants. Ça, je pense que ça avait été décrit, on l'a changé. Et dans le projet de loi également, on est venu encadrer la grossesse pour autrui. Oui, en les mères porteuses. Oui, les mères porteuses, en ayant en priorité la protection des mères porteuses, qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation du corps de la femme, que la femme puisse conserver l'entière autonomie de son corps et surtout également de protéger les enfants issus de la grossesse pour autrui. Je donne un exemple, les parents d'intention qui avaient le projet parental, donc qui demandaient à une mère porteuse de porter l'enfant, bien, ils pouvaient partir dans la brume après 3 mois de grossesse, après 6 mois, ou quand l'enfant venait au monde, bien, il aurait pu abandonner l'enfant. Là, on est venu verrouiller tout ça pour dire, si vous avez un projet parental, vous allez devoir, votre vie durant, assumer vos responsabilités par rapport à l'enfant que vous avez conçu dans le cadre d'un projet parental. Un mot rapidement en terminant sur le congé estival qui s'en vient. Vous êtes en travaux intensifs. Qu'est-ce que vous voulez régler là, avant de partir pour la pause d'été? Bien, écoutez, on a quelques dossiers
qui doivent être réglées, notamment la question du nombre de juges à la Cour du Québec. Vous savez qu'on a eu une entente avec la Cour du Québec, donc on est présentement en train d'étudier le projet de loi. Au cours des prochaines semaines également, on continue l'étude détaillée du projet de loi 15, donc du ministre de la Santé, la réforme de la santé. Également, le ministre Drainville, avec la réforme de l'éducation, est en consultation. Puis le salaire, l'augmentation du salaire des députés, vous réglez ça avant la pause estivale, malgré l'obstruction de Québec solidaire? Sous réserve de l'adoption du Parlement, ça devrait être réglé. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.